On peut dire qu'il y a vraiment une équipe de France qui est autour du vol de Thomas Pesquet. Once the progress is captured by the space station, une fois que le Soyuz est capturé par la station, we wait for the relative motion to amortize, to damp, and then the probe will be retracted. This long beam will be retracted, which will make the two cones mate perfectly. Vous allez voir les sourires. You're going to see the smiles of all 6 crew members. They have prepared the cameras, the video cameras, the photo cameras. These are moments you don't want to miss on records. Ce sont des événements qu'on ne veut pas manquer d'enregistrer en images pour pouvoir les partager après avec les amis. Donc on sort les caméras, les appareils photo. Who is gone? So Aliyev, the commander, is the first to come in the ISS. Aliyev est le premier à venir dans la station et comme vous le voyez, il s'embrasse, il se serre la main après avoir traversé. C'est une superstition russe de ne pas se serrer la main à travers une ouverture. Et voilà Thomas. Thomas has just come in the station and Peggy, followed by Peggy. We have now a full crew of 6. On a maintenant un équipage complet de 6 personnes dans un complexe où toutes les portes sont ouvertes, toutes les écoutilles sont ouvertes. C'est remarquable, un décollage parfait, un rendez-vous parfait, une approche finale, un accostage parfait. Donc Anne, la compagne de Thomas. Anne. Allô Thomas, c'est Anne. On est tous là avec les amis et la famille. J'ai du mal à croire que je te parle et que tu es en orbite dans la station. C'est super de vous voir tous enfin arriver. On a vécu un moment incroyable au moment du décollage, c'était magnifique. On est tous très heureux de te voir et on espère que c'était pas trop long. Pour moi, 2 jours, c'était très long avant de pouvoir te parler et on espère que tu vas bien. Pour moi, 2 jours, c'était très long avant de pouvoir te parler et on espère que tu vas bien.
bien. Le décollage, ça a dû être spectaculaire pour vous, c'était spectaculaire pour nous aussi, mais un peu moins, parce que de l'intérieur, ça ressemble plus à ce qu'on a vécu au simulateur. 2 jours, non, c'est passé super vite, on a eu beaucoup de boulot, on a aussi pas mal dormi, parce qu'on était fatigués, et puis tout s'est enchaîné très vite, les manœuvres en salle, la phase de rendez-vous, et puis voilà, on y arrive. J'ai un peu du mal à y croire moi-même, mais apparemment c'est pour du vrai, donc on a hâte de se mettre au travail, et puis on est super contents. Allô Thomas, c'est maman. Je suis très fière de te savoir là-bas. Je suis très heureuse de vous voir tous. Je vous souhaite un bon séjour là-haut, de belles expériences, que tout se passe très bien pour vous. Ça a été un spectacle inoubliable de vous voir décoller l'autre jour à Baïkonour. Et j'ai de très belles pensées pour vous tous les 6 que je vois en ce moment à l'écran. Très belles pensées pour vous tous les 6 que je vois en ce moment à l'écran. Merci maman, on a une super équipe, tout va bien se passer, faut pas s'inquiéter, et puis voilà, je donnerai des nouvelles régulièrement, et puis dans 6 mois, l'atterrissage sera moins spectaculaire, mais aussi efficace. Oui, bon, c'est son papa. Donc aujourd'hui, en attendant le docking, on a visité Moscou avec une Nathalie, comme dans la chanson de Gilbert Bécaud. C'était Anne et elle a assuré comme d'habitude. On a eu aussi 2 autres Nathalie pour visiter le musée des cosmonautes. Antoine s'est débrouillé comme un chef pour nous guider dans le métro. Et Aurélien s'est éclaté devant tous les satellites. Ça lui a rappelé l'époque de Super-Héros où vous faisiez les conférences et les visites dans la Cité de l'Espace. Je terminerai par une question. Je voulais juste savoir si ce qui s'est passé depuis 2 jours correspond à ce que tu as appris dans les entraînements. Est-ce qu'il y a eu des sensations nouvelles? Est-ce que quelque chose t'a étonné depuis le départ? Non, mais je suis content que tout se passe bien pour vous. Non, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait à l'entraînement, et c'est pour ça que l'entraînement est bien fait. La seule chose, c'est que ça dure plus longtemps, ça dure 2 jours, et puis quand on regarde par la fenêtre, le paysage est magnifique. Même si on a une petite fenêtre dans le Soyouz, j'ai essayé d'en profiter, on est passé au sud Pacifique, j'ai vu des îles que j'ai essayé de dessiner sur ma documentation pour m'en rappeler, pour les retrouver plus tard, donc j'en ai déjà pris plein les yeux. On a volé comme ça, sortir de la nuit pour aller vers le lever de soleil qu'on prend plein dans les fenêtres du Soyouz, puis on voit la Terre se dessiner. Donc ça, c'est la vraie grosse différence, c'est que techniquement le travail, c'est ce qu'on a appris depuis 7 ans, mais l'environnement il est complètement différent, parce que là on est dans l'espace pour du vrai, et ça c'est irremplaçable, ça met les étoiles sur les yeux. Allô, Major Tom, c'est Baptiste. Allô, Major Tom, c'est Baptiste. Bon, écoute, je voulais juste te dire qu'on a vécu des choses extraordinaires ces derniers jours en assistant à tout ça. Je sais aussi qu'en France, il y a plein de gens qui ont vécu à peu près les mêmes choses, les mêmes émotions. En ce moment, tu fais rêver plein de gens. Et je sais que tu vas continuer à les faire rêver pendant ta mission et ensuite. Donc je voulais juste te dire que j'étais vraiment très fier de mon petit frère. Et je te souhaite à toi ainsi qu'à tout l'équipage une très belle mission dans votre nouvelle maison. Merci, c'est sympa, ça me touche beaucoup. On va faire de notre mieux, ouais, pour l'instant. C'est que le début, on est arrivé là, c'est déjà pas mal, mais il reste 6 mois de boulot, et là, les choses sérieuses commencent. En fait, on va s'y mettre tout de suite en arrivant, parce qu'il faut qu'on aille ranger notre Soyouz, mais ensuite commencer à bosser dès le samedi soir, comme ça, au milieu de la nuit. Я еще раз всех вас поздравляю, и тех, кто прибыл вновь, и тех, кто летает уже и является завсегдатаем станции. Хорошего вам полета, хорошей работы, и будем с вами продолжать работать вместе. Удачи! Спасибо огромное. Спасибо всем, кто пришел нас поддержать. Спасибо. Спасибо всем.
Thank you all for following the ISA TV. Merci à tous. Cette expérience de la mission Proxima, réalisée par Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale, sont développées par le CNES. Parmi elles, Everywhere, un nouvel outil qui facilite la collecte de données physiologiques et le suivi médical des astronautes. Presque chaque jour, et parfois même plusieurs fois par jour, les astronautes doivent effectuer des mesures physiologiques. Prise de tension, mesure du rythme cardiaque ou de la température corporelle par exemple. L'idée d'Everywhere, c'est de faciliter la collecte de ces données en profitant des dernières innovations dans le domaine des applications mobiles et des objets connectés. Ce projet a été développé de manière privilégiée avec MEDES, filiale santé du CNES, ainsi qu'en partenariat avec l'INSERM et le Centre européen des astronautes. Et donc l'objectif, c'est d'apporter une ergonomie améliorée pour l'astronaute pour la capture et l'enregistrement de données physiologiques. Donc l'enregistrement de données physiologiques, c'est quelque chose qu'on fait au CADMOS depuis très longtemps, c'est notre raison d'être. Mais là, l'idée, c'est d'utiliser les nouvelles technologies, les tablettes qui sont désormais disponibles dans l'ISS et que les astronautes utilisent au quotidien, pour faciliter la collecte de données, pour qu'au quotidien, cette collecte de données ne soit plus une corvée pour l'astronaute. Par exemple, dans le cadre d'une étude nutritionnelle, l'astronaute scanne avec Everywhere le code-barre des aliments qu'il consomme. L'application établit immédiatement son bilan nutritionnel qui peut être comparé ensuite à ses objectifs quotidiens définis avant le vol. Les mesures elles-mêmes sont simplifiées avec des capteurs très faciles à utiliser et à connecter à la tablette, comme ce tonomètre pour mesurer le pouls ou encore ce t-shirt intelligent fabriqué par la start-up lyonnaise Citizen Science. Thomas Pesquet le porte durant ses exercices physiques dans l'ISS. Les capteurs intégrés dans le tissu enregistrent le signal ECG, c'est-à-dire l'activité électrique du cœur, qui est analysé directement par l'application Everywhere. On va également utiliser cette petite pastille qui est développée par la société Bodycap, qui est une start-up basée en Normandie. Cette petite pastille en fait, va permettre de faire l'acquisition en continu de la température cutanée et du niveau d'activité de la personne qui le porte. Là encore, l'application traite ces données en direct pour établir un profil des cycles jour-nuit, ou plutôt sommeil-veille de l'astronaute. Everywhere lui confère ainsi plus d'autonomie pour suivre ses principaux indicateurs de santé au quotidien. Toutes ces informations sont également transmises au sol pour être étudiées par son médecin ou exploitées par les scientifiques responsables des expériences. Un atout précieux pour envisager des missions lointaines dans l'espace, mais aussi sur Terre pour préparer la médecine personnalisée de demain. C'est où? C'est là? Oh, j'appuie sur rien, c'est bon? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons dans quelques instants vivre une aventure fantastique, unique. Nous allons rentrer en contact avec une personne exceptionnelle, à tout point de vue, un astronaute, notre astronaute, Thomas Pesquet. Les Maristes de Toulouse sont fiers et heureux d'être avec les partenaires au cœur de ce projet et de vous proposer aujourd'hui cette belle aventure. Tout a commencé dans le cadre du projet Mission Explorer, initié par la NASA
et relayés par la France, notamment par le CNES, qui nous ont proposé sous forme de programme un élément, un parcours pédagogique complètement innovant. Le tout sous la responsabilité de notre enseignante d'EPS, responsable du projet, qui, je le répète, est fantastique, Madame Nadine Sens, qui, depuis plus de 2 ans, propose aux élèves de 6e et de 5e le programme « Je m'entraîne comme un astronaute ». Un astronaute, un individu sain, sportif, bien dans sa tête, bien dans son corps. Par son programme, nous amenons nos élèves à prendre conscience des biens indiscutables et des liens aussi qui existent entre le sport, les besoins nutritionnels et la vie dans l'espace. Ce programme s'inscrit aussi dans la politique de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un projet interdisciplinaire. EPS, SVT, anglais, arts plastiques, technologie et le CDI sont tous impliqués. Bref, c'est tout simplement génial. Et dans quelques instants, nous allons rentrer dans une autre dimension, avec la connexion établie vers Thomas Pesquet. Bienvenue à bord des Maristes Toulouse et en route vers l'aventure, en route vers l'ISS. Bon voyage. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marcel Vanov, directeur adjoint de la communication du CNES. Donc, ça doit faire longtemps, vous voyez, que j'ai quitté l'école parce que j'ai pas pris mes petites fiches bien faites comme j'aurais peut-être dû. Donc, j'espère que je serai quand même très clair avec vous aujourd'hui. Donc, en 2 mots, le CNES, j'espère que vous connaissez tous. On va jouer à l'acronyme. Non, je ne vais pas vous la faire. Centre national d'études spatiales. Donc, notre rôle, c'est de conseiller, de proposer le programme spatial au gouvernement et puis ensuite de le mettre en œuvre en France, en Europe, avec nos collègues de l'ESA dont fait partie Thomas, et puis aussi dans le monde, parce qu'on fait quand même quelques manips bilatérales. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de programmes qui se font tout seuls. Alors vous allez me dire, mais alors qu'est-ce que vous faites avec nous ici aujourd'hui? Quel rapport avec l'éducation nationale? Eh bien, parce qu'en fait, on a aussi notre ministère de tutelle qui est aussi l'éducation nationale, et parmi notre mission, au-delà des programmes scientifiques, techniques, on a aussi pour mission d'essayer de, alors susciter des vocations, c'est peut-être un grand mot, mais au moins de vous faire tous, partout en France, les jeunes, apprécier le monde de la science. Et alors, en plus, là où on réussit vraiment, c'est que la suite sur la science, vous focalisez sur l'espace. Là, on a tout gagné. Parce que quand même, c'est notre cœur de métier, donc il faut bien qu'on continue à vivre et qu'on recrute demain. Donc voilà, il faut des scientifiques qui aiment l'espace. Donc, pourquoi ici aujourd'hui? Parce qu'on j'ai cru comprendre que vous aviez un certain nombre d'enseignants motivés par l'espace. J'ai un nom qui me vient là comme ça, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si... Voilà, on ne m'entend pas, c'est dommage. On sent qu'elle adore ça. Donc, grâce à cette liaison arrive, vous avez l'occasion de discuter avec Thomas, de revenir, peut-être de vous rémémorer certaines des choses qu'il y a autour, puisque vous êtes aussi partie prenante de Mission X, je crois. J'espère que tout le monde a reconnu le drapeau fourni par nos amis de la NASA. Quand je vous disais qu'on faisait des coopérations, vous voyez, c'est pas faux, la preuve. Donc maintenant, Thomas, j'étais très content de revoir les images tout à l'heure parce que ça m'a rappelé, on était quelques-uns, j'en ai vu aussi là, avoir eu la chance d'être à Baïkonour et à Moscou au moment de l'amarrage. Je vous assure que c'est vrai que cette émotion de voir notre Français, alors on va dire le terme consacré, notre astronaute français de l'Agence spatiale européenne. On oublie qu'il est ESA, mais non, il est quand même européen avant d'être français. Bon, il a passé un petit séjour au CNES aussi, donc c'était pas mal. Voilà, donc maintenant, si je fais un discours qui dure, bon, habituellement, les discours trop longs, les gens n'aiment pas, mais si là, en plus, je vais vous faire rater le créneau de Thomas, oui, non, je le ferai pas. Je vous promets, j'ai compris. J'ai parlé de vous, vous n'avez pas entendu tout à l'heure. J'ai dit qu'il y avait des enseignants motivés. Non, j'ai pas dit idée fixe, j'ai pas dit ça. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne liaison avec Thomas. J'espère que vous aurez l'occasion d'y poser un maximum de questions et de réponses. Après, il y a quelques personnes dans l'Assemblée qui connaissent très bien ce que fait Thomas, puisque parmi les nombreuses expériences qu'il va mener à bord, il y en a quand même 7 qui ont été développées par le CNES. Et au-delà de ces 7, il y en a une vingtaine, c'est ça,
qui sont pilotés à quelques centaines de mètres d'ici, depuis le CNES au CADMOS. Et vous avez quelques représentants, donc j'en vois au moins là, je pense qu'il y en a peut-être un autre dans une autre salle. Donc si vous avez des questions auxquelles Thomas n'a pas pu vous répondre, parce qu'il n'aura pas le temps en un quart d'heure, vous aurez peut-être l'occasion plus tard dans la journée de poser quelques questions. Il aurait dû mettre son polo rouge pour qu'on le reconnaisse. Voilà. Voilà, en tout cas, bonne liaison à vous avec Thomas et bonne fin de journée. Donc, bonjour à tous, je suis Sylvain Vallat, je suis radioamateur et représentant d'Aris France. Alors je vais être un petit peu bref parce qu'on va essayer de se consacrer là, les 10 minutes en les saucissonnant avec mon ami Lucien et mon ami Didier pour vous présenter un peu les radioamateurs. Bon, les enfants apparemment sont bien au fait de tout ce que l'on peut faire. Donc je vais juste vous repréciser ce qu'est ARIS. ARIS, en anglais, Amateur Radio on the International Space Station, les radioamateurs à bord de la Station spatiale internationale. C'est un ensemble d'expériences qui est bâti avec les agences spatiales et des radioamateurs volontaires sur toute la planète qui vise à expérimenter toutes les techniques de radioamateurs avec l'espace, avec la Station spatiale internationale. Et parmi toutes ces possibilités, on a la possibilité de pouvoir faire parler des enfants. Pour nous, radioamateurs, l'objectif, c'est de faire ce contact radio entre la Terre et l'espace. Et c'est aussi de partager ce moment passionnant, ce qui peut être un petit peu notre Graal au niveau radioamateur, de parler avec l'espace, quelqu'un qui est dans l'espace. Même si aujourd'hui, on a tellement vulgarisé l'espace, les astronautes, on les voit régulièrement à la télé, en direct et tout, c'est quand même quelque chose de se dire qu'on parle avec quelqu'un qui est 400 km au-dessus de nos têtes. Donc c'est un véritable plaisir. Je vais passer la parole à Didier tout de suite, et Lucien pour boucler, parce que on va être très serré, il faut juste être à l'heure. Si on est en retard de 2 secondes, on loupe le début de Thomas. Donc, on va lui donner tout notre temps. Vas-y, Didier. Bien, écoutez, moi, je vais intervenir au nom de tous les radioamateurs. Alors, je suis Didier Delrieux, radioamateur, et donc je vais intervenir en tant que président de l'association qui a mené ce projet, une association qui a pour but de promouvoir les radiocommunications par l'enseignement. C'est tout à fait dans notre état d'esprit de radioamateur. Alors, dire que ça a été un groupe qui a travaillé, donc il y a le groupe des radioamateurs, Alain, Pierre, Jackie, Pierre, Jean-Marie, et moi-même qui ont mis en place toute la station, les antennes sur la terrasse et tout ce qu'il faut pour effectivement bien préparer cette liaison avec Thomas Pesquet au bord de l'ISS. Alors, je veux saluer aussi tous les partenaires. Il y a également, Aris France, Sylvain a parlé, mais il y a aussi Joseph Lemoine qui nous a servi d'interlocuteur. Le réseau des émetteurs français, Lucien, son président, s'exprimera tout à l'heure. Également l'AMSAT, donc des associations qui sont vraiment en charge de promouvoir l'espace et les communications via les satellites. Donc le support d'une société toulousaine qui s'appelle Icom France, qui nous a complété le matériel qui nous manquait. Je crois qu'il fallait les citer. Et puis également nos collègues qui sont dans la cour de récréation avec le camion, ce sont des radioamateurs du Radio Club des industries électriques et gazières, donc qui ont fait des démonstrations toute la matinée et continueront certainement toute l'après-midi. Et puis moi, je voudrais vraiment saluer toute la collaboration que nous avons eue avec l'équipe pédagogique, Madame Nadine Sans-Clémence, que je salue vraiment, avec qui on a partagé des moments forts pour l'organisation de cet événement. Également le chef d'établissement, Monsieur Le Petit, pour sa collaboration, toute l'équipe enseignante, les élèves. Ils sont là, ils vont poser les questions tout à l'heure. On a fait des répétitions, je crois que tout le monde est très motivé. Et puis le CNES, qui vraiment a mis en œuvre beaucoup de choses pour que réussisse cet événement. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Les radioamateurs, c'est ça, c'est l'entraide. C'est l'entraide entre les uns et les autres, la communication, la convivialité. Et au-delà de ça, se faire plaisir. Donc je pense qu'on va essayer de passer un bon moment. J'espère que toute l'installation va fonctionner comme nous l'attendons. Il n'y a pas de raison, on a tout mis en œuvre pour cela. Donc, comment ça va se passer? Alors, très rapidement, donc là,
la station, je ne sais pas, on n'a plus l'image, mais elle doit être dans le Pacifique, elle va remonter vers nous. Et puis, on va appeler Thomas Pesquet, qui, lui, au bord de l'ISS, sera au micro d'un émetteur-récepteur, un peu équivalent à ceux qui sont là, sur la fréquence qu'on a définie. Et donc, quand on l'aura contacté, on lui demandera s'il est prêt pour écouter la première question. Et donc, Olivia, puisque c'est elle qui va démarrer la première question, prendra ce micro pour lui poser la question, on écoutera sa réponse. Voilà. Donc, c'est minuté. Ça dure 10 minutes, donc je vous donnerai beaucoup de silence, mais on interviendra pour que vraiment que ce soit dans les meilleures conditions, qu'on puisse écouter Thomas Pesquet quand il nous parlera. Et donc pour terminer, je voudrais vraiment tout remercier tous les partenaires pour cette aventure. Je crois qu'on y a, quand on a été candidat, on s'est dit il faut y aller parce que c'est exceptionnel, c'est un des moments rares. Et je crois qu'il faut partager avec vous ces moments rares. Merci de votre attention et à tout à l'heure. Bonjour, j'ai pour consigne d'être bref. Donc je suis là en tant que président de l'association historique des radioamateurs français. Association fondée en 1925, ça ne nous rajeunit pas. Et évidemment, je suis partenaire de cette opération ARIS que nous soutenons. Et c'est grâce aux moyens des radioamateurs comme Thomas Pesquet, puisqu'il est radioamateur et il a une licence qui lui permet sur nos fréquences donc d'établir cette communication que vous allez pouvoir observer tout à l'heure. Et je vous souhaite d'apprécier à sa juste valeur la petite prouesse technique, parce que vu les moyens mis en œuvre, ça n'a rien à voir avec des communications professionnelles. Les moyens sont très modestes. Et j'espère que ça incitera, je suis là aussi pour faire un peu de prosélytisme pour l'activité radioamateur, pour l'activité scientifique radioamateur, qui m'intéresse pour moi beaucoup en tant que représentant, président de cette association. Voilà, je vous remercie et à tout à l'heure. De sa mission Proxima, l'astronaute européen Thomas Pesquet va réaliser une centaine d'expériences, dont un quart sous leadership scientifique français. 7 d'entre elles sont des expériences françaises développées par le CNES. Une opportunité exceptionnelle de fédérer des acteurs de tous horizons pour faire avancer la science et l'industrie française. La France, on a une situation un peu unique en Europe, je trouve. On maîtrise en fait l'ensemble des techniques et des technologies du spatial. C'est vraiment un atout parce qu'on peut être maître d'œuvre de systèmes complexes, on peut concevoir vraiment du début à la fin des projets ambitieux. Et moi, dans ma mission Proxima, je le vis tous les jours avec le rôle du CNES et au sein de l'ESA ou en son nom propre. Je vois que le programme qu'on met en place et les résultats qu'on a sont possibles uniquement grâce au déploiement de toute cette intelligence et de toute cette compétence partout dans le tissu français, industriel, étatique et institutionnel. Laboratoires, industriels, start-up, écoles et universités, aux 4 coins de l'Hexagone, des centaines de personnes sont mobilisées autour des expériences Proxima. C'est une aventure alchimique. Il y a eu une interaction extrêmement forte avec le CNES et le MEDES. Il y a beaucoup de gens au sein d'Airbus qui travaillent dessus et beaucoup de personnes viennent vers nous pour nous demander alors ça en est où, quand est-ce que ça sera envoyé. Évidemment, depuis 2 ans, on n'est plus sur la planète, on est sur notre petit nuage, comme on dit, on pense qu'à ça, on fait que ça, et les élèves également. Effectivement, être aujourd'hui en relation avec les professeurs qui ont élaboré les manipulations, c'est très intéressant parce on agit en synergie, on est vraiment complémentaires. Et à l'aventure scientifique et technique s'ajoute la fierté de promouvoir l'expertise française. La médecine spatiale en France est un vrai domaine d'excellence. On a la chance de pouvoir présenter un intérêt pour d'autres équipes internationales au point que les Américains nous ont invités dans leur programme et les Canadiens aussi. Notre technologie est française et avoir la possibilité de travailler pour un astronaute français, pour nous c'est une fierté bien évidemment. On a tenu nous, à ce que notre entreprise soit bâtie sur des socles français avec des partenaires qui soient français. Oui, on peut dire qu'il y a vraiment une équipe de France qui est autour du vol de Thomas Pesquet.
Une équipe d'avenir car elle prépare aussi le futur de la recherche spatiale. Le choix des expériences CNES de Thomas Pesquet n'est pas uniquement dicté par des considérations de savoir-faire français, il est aussi dicté par des perspectives à venir et en particulier les perspectives d'exploration spatiale habitée. Une perspective attractive, elle suscite déjà l'adhésion de centaines de milliers de personnes qui suivent quotidiennement la mission de Thomas Pesquet sur les réseaux sociaux. Au cours de ma longue préparation d'astronaute pour aller dans l'espace, j'ai été invité, comme mes prédécesseurs, à devenir radioamateur. Le radioamateur, c'est une personne qui pratique un loisir scientifique qui permet d'expérimenter des techniques de transmission et donc d'établir des communications avec d'autres radioamateurs dans le monde entier ou bien dans l'espace. Et c'est comme ça que je suis directement concerné. Grâce à ce statut de radioamateur, je vais pouvoir, depuis la station spatiale, parler avec des radioamateurs sur Terre, mais pas uniquement parler. En effet, parmi toutes les activités qui me sont offertes, je pourrais envoyer des images de télévision en direct ou bien parler avec des élèves grâce au programme ARIS. ARIS, c'est une organisation de radioamateurs mondiale qui collabore avec les agences spatiales. Cette association rassemble des volontaires pour organiser des expériences radio avec l'ISS depuis les écoles et stimuler ainsi l'intérêt des jeunes pour la technologie et les sciences. Pour ne parler que de la France, 14 rendez-vous pendant ma mission sont d'ores et déjà pris avec une vingtaine d'établissements. Ces communications sont libres d'écoute pour ceux qui sont équipés et j'utiliserai pour les réaliser l'indicatif qui a été affecté à la Station spatiale internationale FX0ISS. Oleg Novitsky and Thomas Pesquet have started their journey to the International Space Station, heading northeast across Kazakhstan. Clear skies over Kazakhstan tonight, and we are watching the Soyuz FG spacecraft, the Soyuz FG and its Soyuz spacecraft heading into the night sky there. We're burning 5 engines, 1 on the core stage, 4 on the boosters, and the boosters are doing all the work here. They are providing 80% of our thrust right now and delivering 84 tons each. Their job is to get us away from the gravity of the Earth, boosting us, giving us extra power to get us away from Earth's gravity, and we can see them now separating. They've burnt their propellant, we don't need them anymore, so they can fall back to Earth. We're shedding weight. The lighter we are, the faster we go. It's a basic law of physics. We are now burning the second stage. At the front of the vehicle you can see the fairing. That's
now been separated. We don't need that anymore. It's been jettisoned. It was protecting the spacecraft from friction and various other rigors of the launch, but now we are over 70, nearly 80 kilometers at altitude, and we don't need it anymore because there is no friction. We are effectively on the edge of space here. Depuis son origine, l'espèce humaine a toujours cherché à élargir son champ d'action. Aujourd'hui, elle se tourne vers une nouvelle frontière. Oui, nous devrions être une espèce ayant 2 planètes. Certains projettent de créer une base sur la Lune avant de coloniser Mars. Ce pourrait être un défi, mais aussi un désastre. En ce moment même, on construit des fusées pour s'y rendre, ainsi que les machines indispensables pour y rester. Avez-vous les qualités nécessaires pour faire partie de l'équipage? Je veux 2 Scotty et 2 Spock. Le compte à rebours pour coloniser l'univers a commencé. La colonisation spatiale n'est plus une histoire de science-fiction. Il se pourrait bien que les premiers humains qui habiteront un autre monde soient déjà nés. Pour ces pionniers, cette aventure ressemblera à une expédition de camping cosmique. Il faut emporter avec soi tout ce dont on a besoin. Il faut emporter son habitation, la nourriture qu'on mangera, l'eau qu'on boira. Sur Terre, au moins, on n'a pas à se soucier de l'air qu'on respire, mais quand on va dans l'espace, il faut aussi y penser. On doit prendre avec soi tout ce dont on aura besoin. Si quelque chose manque ou casse, ça peut tourner au désastre. Il faut avoir tout sous la main et que cela marche. C'est de cela que dépendra le succès de la colonisation spatiale. L'ambition de s'établir dans l'espace est au cœur même de notre existence. Nous avons des raisons incontestables de coloniser l'espace. Nous devons voir si nous pouvons étendre nos activités au-delà de la Terre, ou si nous sommes vraiment limités à notre planète. C'est une question importante. La question est, quel est le rôle de la vie? Sur Terre existe un phénomène qu'on appelle la vie. Peut-elle se propager ailleurs? Nous sommes l'espèce qui pourrait déclencher ce processus. Carl Sagan, le célèbre astronome, a dit un jour que nous devrions être une espèce ayant 2 planètes. C'est-à-dire que nous devrions en coloniser une autre tout en gardant la Terre. Par exemple, notre planète est au centre d'un stand de tir cosmique. Des comètes et des météores filent dans tous les sens au cours de centaines, de milliers et même de millions d'années. Nous avons besoin d'une planète de rechange pour la simple raison que la vie est trop précieuse pour la limiter à un seul endroit. Dans l'infini de l'espace, il y a une destination parmi toutes qui, aux yeux des experts, offre les meilleures conditions pour une colonisation. À l'intérieur du système solaire, Mars est notre grande chance. C'est la plus proche parmi celles où nous pourrions nous installer. Elle possède toutes les ressources nécessaires à la vie et à la civilisation. Mars est la 4e planète à partir du Soleil. Elle est 2 fois plus petite que la Terre et se situe à 47 millions de kilomètres lorsqu'elle est au point le plus proche de son orbite. Les Romains associaient sa couleur rouge à l'hostilité et lui ont donné le nom de leur dieu de la guerre. Pourtant, loin d'être une ennemie, Mars possède tout ce qu'il faut pour être la planète la plus habitable après la Terre. Les gazeuses ne possèdent pas de sol. Parmi les planètes intérieures, Mercure est trop dangereusement proche du Soleil. Vénus, à peu près de la même taille que la Terre, est maintenue à une température de 465 degrés
par un effet de serre redoutable. Elle est aussi soumise à une pression atmosphérique qui écraserait tout colonisateur. Mars génère sa propre chaleur et possède une pression atmosphérique très basse qui ferait bouillir puis geler votre sang. Mais les combinaisons spatiales pressurisées permettraient de surmonter ce danger. Et quand il fait froid sur Mars, les températures n'atteignent que 20 à 40 degrés au-dessous de zéro. Des hommes pourraient facilement y vivre, avec une protection appropriée. Et surtout, avec son atmosphère riche en dioxyde de carbone, la planète rouge semble posséder les ressources naturelles dont nous avons besoin pour assurer le succès d'une colonisation. Sur Mars, il y a du dioxyde de carbone, à partir duquel on peut extraire de l'oxygène et produire des carburants. On trouve de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, ainsi que dans les calottes polaires. Le sol de Mars, le régolithe, contient des minéraux et différents éléments dont nous avons besoin pour établir une colonie. Aujourd'hui, Mars est un désert glacé. Mais des images prises par les sondes spatiales font clairement apparaître des marques d'érosion. Cela signifie non seulement qu'il y a eu autrefois de l'eau à la surface, mais aussi que celle-ci a pu soutenir des formes de vie. Si l'on trouvait la preuve que Mars ait abrité la vie et le puise de nouveau, on passerait alors de l'établissement d'une base à court terme sur son sol à celle d'une colonie. Une mission au long cours est déjà en projet à la NASA. L'agence spatiale conçoit le retour d'un homme sur la Lune vers 2020 comme une première étape vers Mars. Un des thèmes majeurs de l'exploration lunaire s'intitule « En avant vers Mars ». En permanence, nous pensons à la façon dont nous nous y prendrons sur Mars après avoir été sur la Lune. Les astronautes auront pour tâche d'étudier la façon dont l'homme réagirait dans un milieu planétaire, dans quelle mesure il pourrait travailler, de quelle durée de sommeil et de détente il aurait besoin, et de quelle façon l'équipage communiquerait avec le centre de contrôle de la mission. Nous avons besoin de résoudre toutes les questions qu'affronteraient ces habitants de zones très éloignées. Tester le matériel est une étape importante dans la préparation d'un long voyage vers l'inconnu. Il faut tout installer dans cet endroit reculé, s'assurer jusque dans les moindres détails qu'on a tout ce qu'il faut et que cela fonctionne. L'installation d'une base sur la Lune est un entraînement avant de faire la même chose sur Mars. Nous apprenons, il est indispensable que tout fonctionne sans accroc. Ce matériel comprend des robots comme athlètes, c'est-à-dire All-Terrain Ex-Limbed Extraterrestrial Explorer, ou robot extraterrestre hexapode tout-terrain. Athlète est conçu pour transporter des cargaisons importantes sur la Lune, puis sur Mars. Le module d'habitation serait l'élément le plus lourd. C'est le plus grand de tous les robots conçus par l'homme. Mais Athlète peut faire plus que simplement transporter un chargement. Il est équipé sur chaque côté de caméras à haute définition, qui permettent une vision stéréoscopique de l'environnement du véhicule et qui peuvent ensuite la transmettre à un opérateur basé sur la planète, dans un vaisseau en orbite ou sur Terre. Et chaque pied de l'engin est doté de son propre couteau suisse. Voici par exemple ce que je peux faire. Je peux aller vers un des pieds de l'engin et en sortir un outil pour creuser dans le sol. Il comprend aussi des pelles, des trépans, des forêts, des marteaux-piqueurs et des tas d'autres outils. Ce qui est également très intéressant, c'est que si un des pieds d'athlète a un problème, les deux autres pieds adjacents, à l'aide de leurs outils, peuvent déconnecter celui qui est en panne et l'abandonner sur place. Grâce à des robots comme Athlète, les astronautes pourront établir une base à long terme sur la Lune et voir s'il est possible d'y rester sans aide extérieure. D'après la NASA, c'est alors seulement que nous saurons si nous sommes prêts pour aller sur Mars. Ce sera un vrai test pour voir comment l'on peut vivre dans l'espace. Nous saurons si l'on peut placer une équipe de 6 personnes du côté le plus éloigné de la Lune, duquel on n'aperçoit pas la Terre, et si malgré ce handicap psychologique de ne pas être relié à la planète mère, l'équipage parvient à exister de façon autonome et l'année entière, avec l'aide du matériel que nous sommes en train de concevoir pour elle. Si nous réussissons à surmonter ce type d'épreuve, je pense que nous serons prêts à nous déplacer dans le système solaire et à supporter des conditions de vie plus difficiles encore que celles qui règnent sur Mars.
La proximité de la Lune et de la Terre, environ 360 000 km, c'est-à-dire 3 jours de voyage seulement, fait de notre satellite un terrain d'essai idéal. Mais son environnement est très différent de celui de Mars. Mars, comparé à la Lune, c'est comme l'Amérique du Nord comparée au Groenland à l'époque des premières explorations. Le Groenland était très proche de l'Europe. C'est là que les Européens allèrent d'abord. Mais ils s'aperçurent que l'environnement était trop pauvre pour qu'une nouvelle branche de la civilisation puisse s'y développer. C'est la même chose pour la Lune. Elle est l'objet le plus proche de la Terre. Nous irons là dans un premier temps, mais Mars convient bien mieux à l'établissement d'une colonie. Mars contient plus d'eau et de ressources naturelles utiles que la Lune. Elle a aussi un cycle jour-nuit de quasiment 24 heures, comme la Terre. C'est pour ces raisons que la Mars Society et sa branche française, l'association Planète Mars, composée de chercheurs, d'astronautes et d'amateurs ayant pour but de promouvoir l'exploration et la colonisation de Mars, pensent que nous devrions nous rendre directement sur la planète rouge. Mars Direct est un plan qui a pour objet d'envoyer des hommes sur Mars sans recourir à des engins spatiaux de science-fiction ni passer par une base lunaire. Le projet de la mission Mars Direct prévoit 2 lancements. Le premier consiste à envoyer un véhicule de retour, ou ERV, sur Mars. On le dépose sur Mars, ensuite on met en marche une pompe et l'on aspire l'air martien qui est composé en grande partie de dioxyde de carbone. On le fait réagir avec un petit peu d'hydrogène pour produire un grand volume de méthane et d'oxygène qui est le carburant utilisé par la fusée. Ainsi aurons-nous un véhicule qui nous attendra à la surface de Mars pour revenir sur Terre. Le second lancement enverrait sur Mars un module d'habitation pour l'équipage. Après avoir effectué leur mission, les astronautes monteraient à bord pour revenir sur la Terre et laisseraient derrière eux le module. À chaque mission, on ajoute un nouveau module d'habitation à la base martienne, si bien qu'après quelques voyages, nous aurons construit les prémices de la première colonie humaine de ce nouveau monde. Tout cela est parfaitement dans nos capacités technologiques. La question est simplement d'avoir un peu de courage. Mais pour les sceptiques, le plan de la mission Mars Direct est voué à l'échec. Si nous tentons d'aller directement sur Mars, la première étape demanderait quelques 20 ans de préparation et d'essai. Au bout de ce temps, le public serait lassé. Nous pensons donc aller sur la Lune assez rapidement pour que le public reste passionné par l'exploration spatiale et nous soutienne. Cette étape nous permettra ensuite d'aller sur Mars, peut-être plus vite même, car nous serons en confiance. Et ce sera moins risqué pour l'équipage. Le voyage vers Mars, que ce soit une mission Mars Direct ou qu'il intervienne après une étape lunaire, n'est jamais que le premier pas vers la colonisation de la planète. Le trajet pour aller sur Mars représentera un défi aussi grand que d'y vivre. Passer cette épreuve sera le test suprême de la résistance humaine. Le voyage durera 6 mois, à condition qu'il se déroule à la période où la Terre est au plus proche de la planète rouge. C'est la fenêtre de temps idéale. La Terre et Mars tournent autour du Soleil, mais à des vitesses différentes. Tous les 2 ans, la Terre et Mars sont du même côté du Soleil. C'est le moment où elles sont le plus rapprochées. Il ne faut que 6 mois pour aller de l'une à l'autre. Quand la Terre et Mars sont chacune d'un côté du Soleil, ce n'est même pas la peine d'y penser. Technologiquement, nous devons encore attendre pour faire un voyage en ellipse. Il faut développer de nouveaux engins avant d'envoyer une mission habitée vers Mars. Mais nous n'avons pas besoin de nouvelles technologies. Nous savons comment fabriquer tout ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous sommes davantage prêts pour envoyer des hommes sur Mars que nous l'étions en 1961 pour envoyer des hommes sur la Lune, lorsque Kennedy a démarré le programme lunaire. Pourtant, nous marchons sur la Lune 8 ans plus tard. Ce nouveau matériel hardware comprend Ares, la prochaine génération de fusées capable d'emporter un module d'habitation sur la Lune et même au-delà. Les Ares sont prêts à décoller depuis peu. Elles sont de la taille de Saturne V, fusée du programme d'Apollo, et comprennent 6 étages. Saturne V est la fusée la plus grande et la plus puissante qu'on ait jamais construite. Elle était capable de mettre 53 tonnes en orbite lunaire. Mais les Ares, avec des boosters supplémentaires, seront capables d'emporter un chargement de 22 tonnes supplémentaires à chacun de leurs voyages sur la Lune.
Si vous avez de très grosses fusées, vous pouvez avoir plusieurs lanceurs qui assembleront le vaisseau spatial allant vers Mars. Cette grande fusée est vraiment née du désir de nous diriger vers Mars dans nos projets d'exploration. Parmi les nouveaux engins, il faut aussi compter Orion, le véhicule de l'équipage. Il fera plus de 2,5 fois le volume d'une capsule Apollo. Pour aller vers la Lune, Orion s'arrimera à une sonde lunaire envoyée dans l'espace par un autre vol. Contrairement au vaisseau Apollo, Orion tournera autour de la Lune sans équipage, pendant que se dérouleront les explorations lunaires. Les astronautes s'y arrimeront de nouveau pour retourner sur Terre. Ce nouveau véhicule empruntera la plupart de son matériel à la station spatiale. Il n'y a pas beaucoup de touristes par ici. L'astronaute Jerry Linenger, aujourd'hui à la retraite, a passé près de 5 mois à bord de la station spatiale russe Mir en 1997. C'est presque aussi long que le voyage pour Mars. Au cours de cette longue mission, il a surmonté de nombreux dangers, y compris un incendie, le plus important qu'on ait connu dans un vaisseau en orbite. Une fuite de substances chimiques a provoqué un embrasement de 90 secondes et mis en danger l'équipage. Il nous a sauvé la vie, ce sont les appareils à oxygène. Heureusement, dès que l'incendie s'est déclaré, ils se sont mis en marche très rapidement. Si quelqu'un connaît les équipements hardware, y compris les systèmes de protection d'un vaisseau spatial habité en route vers Mars, c'est bien lui. Ça m'a 10 minutes du début du contact. 8 minutes. Ah, le micro. On dit de prendre le micro. Nous sommes à 8 minutes du début du contact, donc on va se mettre en place. On l'est déjà. Donc les antennes, dès que le programme va se mettre en route, se positionneront dans la direction où l'ISS arrive à l'horizon. Donc c'est une liaison radio, donc on ne la voit pas à l'œil, mais elle est en vision directe par radio. Et donc nous appellerons à ce moment-là FX0 ISS, vous avez vu l'indicatif, Thomas Pesquet à bord donc de la Station Spatiale Internationale. Donc quelques minutes de patience et je vous demanderai effectivement, dans toute la durée du contact, de faire le plus grand silence. Alors juste le retour du son, c'est une liaison radio, donc c'est pas de la hi-fi. Faudra peut-être tendre l'oreille. Globalement, ça devrait être quand même tout à fait confortable. Mettre en place mettre en route à 14h25 ça va sonner que personne ne bouge à 14h25. On nous dit à 14h25 ça va sonner mais personne ne bouge, c'est normal.
Donc quelques mots pour... donc là, c'est parce que... Je voudrais voir la carte avec la position de l'ISS sur son orbite. Non. Voilà. Donc là, on voit qu'elle remonte le long de l'Afrique pour effectivement rejoindre l'Europe. Donc elle arrivera par le sud, hein, elle arrivera côté Espagne. Donc là, si on met, est-ce que je ne sais pas si on peut mettre le cercle de visibilité. Donc là, on a une option en visualisation qui permet de voir quel est depuis l'ISS son horizon. Donc là, on aura la réception bien avant qu'elle soit au-dessus de nous, ce qui est normal. Hein. Donc elle arrive à faible élévation. Elle montera jusqu'à, je crois, une cinquantaine de degrés, 39 degrés. Et donc elle redescendra vers l'Italie. Connexion dans 3 minutes. Les élèves qui passent commencent à se préparer tranquillement. Pour les autres, à l'intérieur de la pièce, c'est silence total. Dès maintenant. En place. Relisez correctement vos fiches. Il y a le peinard. Je ne veux plus rien entendre. Oui, donc même sur les salles qui sont au premier étage, on demande le silence total. Donc dans 2 minutes. Début de la liaison dans 1 minute. Donc pour votre information, la vitesse de l'ISS, c'est 7,7 km par seconde, soit 27 000 km/h. FX0 ISS, FX0 ISS, ici F8 IDR, qui vous appelle. Me recevez-vous?
FX0 ISS, FX0 ISS, ici Fox 8, India Delta Radio, qui vous appelle. Me recevez-vous? Fox 8, India Delta Radio, ici FX0 ISS, je vous reçois 5 sur 5. Oui, FX0 ISS. Bonjour Thomas, ici F8 IDR, des radioamateurs en compagnie des élèves, des enseignants du collège Les Maristes dans le quartier de Montaudran à Toulouse, ainsi qu'un nombre public à votre écoute. Êtes-vous prêt pour répondre à nos questions à vous? Affirmatif, je suis prêt pour répondre à vos questions à vous. Bonjour Thomas, ici Olivia. Quelle a été votre réaction en entrant dans l'ISS? Over. Bonjour Olivia, ma réaction ça a été d'être un peu perdu, c'est très grand, c'est en 3 dimensions, c'est comme un labyrinthe, mais je me suis vite adapté. Over. Bonjour Thomas, ici Pierre-Jean. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Over. Bonjour Pierre-Jean, j'ai choisi ce métier parce qu'il me faisait rêver, parce que c'est mon rêve personnel, mais aussi parce que je pense qu'il est utile pour tout le monde et ça c'est important. Over. Bonjour Thomas, ici Ilona. Quelle a été votre réaction lors de l'annonce de votre mission? Over. Bonjour Ilona, j'étais très heureux évidemment, j'ai beaucoup travaillé pour ça, mais je me suis rendu compte tout de suite que c'était encore plus de travail qui m'attendait, donc je me suis mis au travail tout de suite. Over. Bonjour Thomas, ici Eugénie. Combien de temps a duré l'entraînement? Over. Bonjour Eugénie, l'entraînement a duré 7 ans en tout, dont presque 3 ans et demi uniquement pour me préparer pour cette mission. Donc tu vois, ça prend longtemps d'aller dans l'espace. Over. Bonjour Thomas, ici Maëlys. Quelle est la chose la plus surprenante dans l'espace? Over. Bonjour Maëlys, la chose la plus surprenante, écoute, c'est que c'est très naturel, on s'habitue à voler, à flotter toute la journée, au bout d'un moment, on a l'impression qu'on est fait pour ça. Over. Bonjour Thomas, ici Timothée. Que mangez-vous dans l'espace? Over. Bonjour Timothée, écoute, on mange de la nourriture lyophilisée, de la nourriture en sachet, mais on a aussi de la nourriture française pour Noël et pour mon anniversaire et pour le jour de l'an. Over. Bonjour Thomas, ici Olmi. Aimez-vous la nourriture? Over. Bonjour Olmi, oui écoute, on aime bien la nourriture, c'est très varié, les quantités sont suffisantes, mais je pense que ce qui nous manque le plus c'est de la nourriture fraîche, des fruits frais, des choses comme ça. Over. Bonjour Thomas, ici Carla. Quelles sont vos activités quotidiennes? Over. La station spatiale, c'est un environnement difficile l'espace, donc il faut la réparer, l'entretenir et aussi de faire de la recherche. Tous les jours, on réalise plusieurs expériences scientifiques. Over. Bonjour Thomas, ici Léo. Que préférez-vous faire? Over. Bonjour Léo, écoute, j'aime tout dans la station spatiale, j'aime travailler dans la journée, j'aime bien voler doucement le soir, j'aime bien prendre en photo la Terre qui est magnifique vue des hublots. Over. Bonjour Thomas, ici Guillaume. Avez-vous la sensation de voler? Over. Oui Guillaume, j'ai la sensation de voler tous les jours, je vole dans la station spatiale, je peux travailler au plafond, je peux faire ce que je veux, et quand je regarde par les fenêtres, je vois qu'on survole les continents, les mers à une vitesse incroyable, donc oui, j'ai la sensation de voler. Over. Bonjour Thomas, ici Inès. Comment vous reposez-vous? Over. Écoute Inès, on dort accroché au mur dans notre sac de couchage. Le sac de couchage est accroché au mur, on dort en position verticale comme ça. C'est assez confortable parce qu'on ne pèse quasiment rien, enfin on subit pas la gravité, donc on se repose très bien. Over. Bonjour Thomas, ici Estelle. Que vous manque-t-il le plus? Over. Bonjour Estelle, ce qui me manque le plus, écoute, c'est le grand air, c'est la montagne, c'est la forêt, des choses comme ça, la mer, mais ça ce sera pour dans 6 mois. Over. Bonjour Thomas, ici Claire. Votre famille vous manque-t-elle? Over. Oui, bonjour Claire, ma famille me manque évidemment, c'est dur d'être séparé de sa famille pendant longtemps, mais je peux les appeler au téléphone de temps en temps, je peux leur envoyer des emails, donc on reste quand même très proches. Over. Bonjour Thomas, ici Étienne. Comment gardez-vous le contact avec votre famille et vos amis? Over. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça ne fonctionne plus. Ça passe plus en émission. Micro. Micro là-bas. T'es sur quelle fréquence? Oui Thomas, on a un petit problème. Est-ce que tu es toujours là? FX0 ISS, F8 IDR.
Roméo, ici ISS, me recevez-vous? Oui, on te reçoit bien. Est-ce que vous me recevez FX 0 ISS et fuite IDR? Foxtrot 8 India Delta Roméo, je vous reçois. Ok, on a un petit souci. On continue la prochaine question. Bonjour Thomas, ici César. Quelle est la chose la plus difficile à réaliser dans l'espace? Over. Bonjour César, la chose la plus difficile à réaliser, écoute, c'est sans doute de faire du sport. On a un vélo d'appartement, une grande machine de musculation, on en fait tous les jours. Over. Bonjour Thomas, ici Roxane. Comment vous lavez-vous dans l'espace? Over. Roxane, bonjour, on a des lingettes humides, on a des serviettes, on a du shampoing sans rinçage, et on peut pas prendre de douche, mais on se lave très bien. Over. Bonjour Thomas, ici Sarah. Comment faites-vous votre lessive? Over. Bonjour Sarah, on ne fait pas notre lessive dans l'espace, on met les t-shirts une semaine, au bout d'une semaine on les jette et on en met un nouveau. Over. Bonjour Thomas, ici Melvin. À quelle fréquence faites-vous de l'exercice? Over. Bonjour Melvin, on fait de l'exercice tous les jours, 1 heure de vélo, 1 heure de musculation. Over. Bonjour Thomas, ici Léandre. Quelle est la chose la plus difficile quand on est astronaute? Over. Bonjour Léandre, la chose la plus difficile c'est qu'il faut s'entraîner très longtemps et c'est qu'on est obligé de voyager très souvent loin de sa famille, donc on est assez éloigné de sa famille assez longtemps, c'est ça le plus difficile. Over. Bonjour Thomas, ici Augustin. Quelle sera votre vie d'astronaute après votre retour sur Terre? Une autre mission? Over. Bonjour Augustin, c'est une bonne question, je ne sais pas y répondre pour l'instant, j'espère faire une autre mission, peut-être aller plus loin un jour vers la Lune ou vers Mars et faire quelque chose d'utile pour tout le monde en Europe. Over. Ok, FX 0 ISS F8 IDR, merci Thomas pour ce magnifique contact et bonne chance pour tout le reste de votre mission, ainsi qu'à Peggy, Oleg et tout l'équipage à bord de l'ISS. À vous. F8 India Delta Romeo, ici FX 0 ISS, merci à tous, c'était un plaisir et à bientôt. Oui, merci. Meilleures amitiés des radioamateurs, de toutes les personnes présentes au collège Les Maristes de Toulouse, ainsi que le CNES et le service éducation, son service éducation. Au revoir, à bientôt. Ce qui devait jamais arriver. Bonjour de FLGI, c'est Victor Express. Bon, ça n'arrive jamais. Alors, on se remet un petit peu de nos émotions, dans le sens où ça a été quelque chose de fantastique. Je le répète, c'est vraiment fantastique et unique. Je ne pense pas qu'on revive cette aventure-là. Voilà, donc ça a été fantastique. Il faut se remettre de ses émotions. Il y avait quand même plein de frissons. C'était pas si facile que ça. Le petit incident nous a fait peur, on peut le dire quand même. On a eu quelques palpitations. Bien, on est quand même très content d'avoir eu ce contact-là avec Thomas, donc de continuer cette aventure. Alors, de manière très technique, très opérationnelle, les 2 salles qui se trouvent au premier étage, un cocktail vous est offert directement à la cantine de l'établissement du côté du collège. Les 2 personnes qui sont en charge du groupe, c'est-à-dire Nathalie et Aurélie, savent vous guider pour vous emmener tranquillement vers cette collation où vous allez pouvoir échanger sur cette aventure et j'aurai le plaisir de venir vous rencontrer dans quelques minutes. Quant à la salle qui se trouve effectivement sur cette salle opérationnelle qui est au 4e étage, on va avoir le plaisir de vous proposer une collation cette fois-ci au 2e étage du côté du CDI pour qu'on puisse prendre soin de vous et échanger sur cette premier étage, pour échanger sur cette fantastique aventure qu'on vient de vivre et qui est, à mon avis, la première. On espère accompagner Thomas dans une autre aventure, mais il faut déjà qu'il revienne. Merci pour tout, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Super. Je voudrais remercier tous les radioamateurs qui ont participé à cette aventure, qui ont, vous voyez, la technique. J'en parlais, c'est pas évident. Voilà le fusible, voilà le fautif. C'est heureusement qu'on avait la station de secours et merci à la société ICOM de nous l'avoir prêté.
Alors, tout à l'heure, j'ai remercié beaucoup de monde, mais j'ai oublié une personne, et vraiment, c'est la technique, c'est Jean-Michel Treuil, qui n'était pas là et qui nous a aussi beaucoup aidé pour faire à la fois la mise en place de la vidéo, les liaisons Internet, enfin bon, tout ce qu'il fallait. Et c'est vraiment super que ça a marché comme ça. Je crois qu'on peut être très satisfait. Moi, je le sais, je suis très fier de ce contact et merci à tous. Bravo aux opérateurs. Hein.